Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est franchement fascinant et hyper complexe, la diversité et l'inclusion dans le monde arabe. Souvent, on a tendance à voir cette région comme un bloc monolithique, mais en réalité, c'est une véritable mosaïque. C'est comme un puzzle géant. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer ensemble comment toutes ces différentes catégories de population interagissent et coexistent au quotidien. Ok, on plonge directement dans le vif du sujet. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire être arabe aujourd'hui? C'est vraiment la question centrale de notre réflexion. Est-ce que s'affirmer, ça implique forcément de rejeter l'autre? Est-ce que toute cette diversité culturelle, religieuse et linguistique, c'est une menace pour l'identité? Ou bien est-ce que c'est carrément son essence même? Pour bien comprendre toutes ces dynamiques, on va y aller étape par étape. On va d'abord parler d'identité, ensuite on explorera la diversité des langues et des cultures, puis on fera un saut dans l'histoire pour aborder la relation entre esclaves et maîtres, ce qui nous amènera au racisme moderne, pour enfin terminer sur la situation très particulière des populations apatrides, qu'on appelle les bidounes. On commence donc avec notre première partie, l'identité dans les sociétés arabes, pour bien cerner cette fameuse identité moderne. C'est la base de tout. En fait, la diversité dans ces sociétés, c'est littéralement une lame à double tranchant. D'un côté, c'est une source d'enrichissement absolu, un vrai trésor culturel, mais de l'autre, on ne peut pas l'ignorer, c'est aussi un énorme vecteur de tension. Quand différents groupes essaient de coexister sur un même territoire, ça frotte, ça crée des frictions sociales. Et c'est important de regarder ces deux faces de la pièce de manière totalement neutre. Pour se faire une idée plus précise, il suffit de regarder les différents groupes qui composent cette région. Il y a les populations amazighes en Afrique du Nord, avec leur histoire millénaire, mais aussi les Druzes ou les Alaouites au Moyen-Orient. La question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que cette pluralité religieuse et ethnique, c'est juste une nuance de plus, ou est-ce que c'est carrément le point de départ de conflits structurels? Ce qui nous amène à notre deuxième point, la diversité culturelle et linguistique. L'idée ici, c'est d'aller un peu au-delà des clichés habituels. Alors, ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est le contraste frappant entre deux visions. Pendant longtemps, on a coincé la langue dans un modèle hyper réducteur. En gros, c'était l'arabe classique d'un côté et les dialectes locaux de l'autre. Mais heureusement, les choses bougent. Aujourd'hui, on voit émerger des modèles beaucoup plus inclusifs, qui valident enfin la richesse des parlers locaux et la coexistence de plein de registres différents. Parce que, soyons clairs, ce région, c'est une véritable tapisserie linguistique. Il n'y a pas que l'arabe. Pensez à l'araméen, une langue ancienne qui est toujours parlée dans certains coins de Syrie. Il y a aussi le combat historique pour la reconnaissance de la langue amazigue. Et puis, bien sûr, il y a l'influence massive du français, de l'espagnol et de l'anglais. Ces langues européennes façonnent encore la communication de tous les jours, que ce soit dans le business, à l'école ou même dans la pop culture. C'est le reflet direct d'une histoire très chargée. Passons à notre troisième axe, l'histoire, et plus particulièrement les hiérarchies historiques entre esclaves et maîtres. C'est crucial pour comprendre la stratification sociale d'aujourd'hui. Si on remonte le fil du temps, on croise des événements marquants. Dès l'Antiquité, on a la figure d'Antara Ibn Shaddad, ce célèbre poète et chevalier afro-arabe qui a dû se battre pour être connu. Plus tard, au IXe siècle, il y a eu la rébellion des Anges en Irak, une révolte d'esclaves massive. Il y a aussi des pans d'histoire moins connus, comme l'esclavage des Blancs en Méditerranée. Et en avançant, on arrive à des moments charnières, comme l'abolition précoce de l'esclavage en Tunisie. Le plus fascinant, c'est que ces périodes très sombres ont accouché d'héritages culturels incroyables. La musique gnawa au Maroc, par exemple, elle puise ses racines directement dans les chants de libération de ces populations réduites en esclavage. Et c'est exactement ce qui fait le pont avec notre quatrième partie, la discrimination et le racisme moderne. Connectons un peu ce passé aux réalités du présent. En ce moment, la question du racisme dans la région, c'est un vrai bras de fer. D'un côté, on a le poids du tabou, des silences historiques, des non-dits pesants, mais de l'autre côté, et c'est là que ça devient dynamique, on assiste à une véritable prise de conscience publique. La société civile se réveille. On est donc en plein dans une période de transition, coincée entre ce déni d'hier et l'exigence de justice d'aujourd'hui. Donc le point crucial, c'est d'observer comment l'inclusion se négocie concrètement sur le terrain en ce moment. Prenez les descendants d'esclaves affranchis en Tunisie, ils font encore face à des barrières sociales invisibles mais bien réelles. On voit aussi persister un racisme envers les populations noires dans plusieurs pays. Mais attention, la riposte est là. On voit naître des campagnes antiracistes super fortes, particulièrement au Maghreb. Ça montre bien qu'on n'est pas dans l'immobilisme, la société cherche vraiment à déconstruire tout ça. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière section, la couche la plus extrême de l'exclusion administrative, les bidounes, ces populations apatrides en lutte pour leur reconnaissance. Le mot bidoun, ça se traduit littéralement par sang.
Ça désigne les sans-papiers, les apatrides du monde arabe, qu'on retrouve beaucoup dans les pays du Golfe, comme au Koweït. Sociologiquement parlant, c'est un cas d'étude vertigineux. Imaginez un peu, qu'est-ce qui se passe quand une personne n'a aucune existence légale dans le pays où elle est née et auquel elle appartient culturellement? Ça remet complètement en question ce que veut dire le mot citoyenneté. Bref, si on devait synthétiser tout ce qu'on vient d'explorer, la diversité dans le monde arabe, c'est vraiment sa double nature. Oui, c'est une richesse culturelle, historique et linguistique inouïe, c'est indéniable, mais ça vient avec des défis sociaux extrêmement lourds. L'identité, la langue, l'héritage de l'esclavage, l'accès à la citoyenneté, tout ça demande des compromis et des luttes au quotidien. C'est absolument vital d'avoir ces différentes couches en tête si on veut vraiment piger ce qui se passe dans la région aujourd'hui. Et ça illustre brillamment l'immense défi qui se dresse pour l'avenir. Avec tout ce poids historique, linguistique et identitaire, la grande question c'est comment est-ce que tous ces groupes si différents vont réussir à coexister demain? Est-ce qu'on va trouver des modèles capables de célébrer cette richesse sans rallumer les tensions d'hier? C'est le grand enjeu des prochaines décennies et c'est sûr qu'on va continuer à suivre ça de très près. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous aujourd'hui.